Bonjour à tous. Qui a tué Napoléon? Moi je sais, c'est Ridley Scott. Notre invité du jour, lui, pose une autre question. Qui veut tuer Bonaparte? Et il y répond dans son livre, un passionnant roman historique, un roman stratégique même, qui a pour cadre le siège de Toulon de septembre à décembre 1793. Épisode des guerres de la Révolution qui propulsa Napoléon Bonaparte sur le devant de la scène. Aujourd'hui, dans Passé Présent, l'émission historique de TVL réalisée en partenariat avec la Revue d'Histoire Européenne, nous recevons Philippe Bornet. Philippe Bornet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Très bien, mais comme je souhaitais le dire en commençant, je suis honoré, moi qui ne suis qu'un romancier, d'être invité dans une émission d'histoire. Bien, eh bien, nous allons voir ça parce que votre roman, lui, flirte vraiment avec le livre d'histoire, comme nous allons le voir. Donc vous êtes historien d'ailleurs, spécialiste reconnu de Napoléon Bonaparte, plus particulièrement durant la période révolutionnaire. Et vous avez déjà publié La Furia Bonaparte en Italie, chez France Empire, puis Sultan Bonaparte chez E.dit en 2008, et en 2021, Un Napoléon et Dieu, dans lequel vous vous interrogez sur les liens entre Napoléon Bonaparte et la religion. Et c'est, je le souligne, qui fut préfacé par Jean Tullard. Et enfin, tout dernièrement, en 2023, Qui veut tuer Bonaparte, un roman historique qui a pour cadre le siège de Toulon, qui va, comme nous allons le voir, propulser donc le jeune officier sur le devant de la scène, non seulement militaire, mais politique. Et je précise par ailleurs que vous êtes médecin, un clinicien, comme vous aimez le préciser, oui. Et ceci a son importance quant à votre manière d'aborder l'histoire. Alors d'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, le siège de Toulon, je voudrais que vous nous disiez un mot de ce genre littéraire que vous maîtrisez avec talent, le roman historique, mais plus précisément le roman stratégique. Alors qu'est-ce que le roman stratégique? Alors, le roman stratégique a été inventé par un Français dont le nom de plume est Denritte. Denritte, c'est en fait l'anagramme de Drian. Et je pense que beaucoup de gens connaissent sinon le colonel Drian, oui. Du moins les plaques émaillées qui fleurissent un peu partout en France, rue du colonel Drian. Donc Drian était un militaire, un chasseur à l'origine. Il avait épousé la fille du général Boulanger. Et il a été l'auteur de nombreuses dystopies historiques qui avaient pour but de galvaniser l'enthousiasme de la jeunesse et de lui expliquer comment allait se passer un conflit qu'on sentait déjà poindre dans les années 1890 et qui était la Première Guerre mondiale où d'ailleurs Denritte va périr. Et puis le genre va être repris, mais par les anglo-saxons bizarrement. On ne voit plus de français, c'est triste. Ouais. Donc par exemple, Cecil B. Forrester, qui est connu pour avoir écrit, par exemple, Le Canon, un très beau roman qui se passe pendant les guerres napoléoniennes en Espagne, ou encore Alexander Kent, qui a écrit de nombreux romans maritimes, ou encore plus proche de nous, Tom Clancy. Voilà. Rouge, et donc, il était nécessaire qu'un Français se remette à écrire dans ce genre. Donc, du roman stratégique. Quelle est la nuance? En quoi diffère-t-il vraiment du roman historique? Le roman historique, c'est un roman... un roman stratégique est un roman historique. Oui, on peut dire ça, oui, c'est inclus à l'intérieur. Je pourrais le définir comme un Kriegspiel littéraire, c'est-à-dire c'est un jeu de guerre, c'est une partie d'échecs commentée. Donc c'est destiné essentiellement à des lecteurs qui s'intéressent au genre qu'on appelle en Angleterre militaria. Et donc dans ce livre, avec une grande minutie, on reconstitue tous les mouvements qui ont eu lieu autour de Toulon. On ne se contente pas de dire Napoléon était un artilleur, enfin Napoléon Bonaparte, puisqu'il n'est pas encore Napoléon. Bonaparte était un artilleur et donc il a pris Toulon à lui tout seul. Non, on rentre dans le détail et on montre comment il y est parvenu. Alors c'est aussi un roman historique, mais là encore, il a une petite particularité. Je m'excuse de me trisser les couronnes, mais c'est très rare que le personnage historique soit le héros principal. C'est très rare parce que lorsque le romancier fait ce choix, il se met sur les bras un cahier des charges impossible. C'est-à-dire qu'il doit suivre strictement la réalité des faits et lorsqu'il rajoute sur la trame historique le fil de la fantaisie, c'est toujours un personnage inventé mais dont les efforts et l'action ne vont pas pouvoir faire dévier le cours de l'histoire, sinon il y aurait tricherie. Et donc mon personnage principal, la comtesse Vendramine, qui est sortie de mon imagination, va se heurter à Napoléon Bonaparte et elle va essayer de le faire échouer.
Alors, en quoi d'ailleurs, on parlait de votre métier, Oui. médecin, clinicien, en quoi est-ce que là vous avez les qualités nécessaires du clinicien pour écrire ce genre, pour étudier la stratégie? Alors, je suis chirurgien ophtalmologiste, et la chirurgie, c'est l'intelligence tridimensionnelle. On la retrouve dans d'autres métiers, architecte, plombier, pilote de chasse. Ce sont des métiers où il faut réfléchir en 3 dimensions. Et c'est aussi le propre du chirurgien. Donc ça me crée peut-être quelques facilités pour appréhender la stratégie et les mouvements de troupes. Et puis, il y a aussi un autre point commun, c'est que qu'on soit chirurgien ou militaire, il faut réfléchir en entendant siffler les balles. Alors les balles au sens figuratif, évidemment, en ce qui me concerne, mais on a parfois, dans les blocs opératoires, des situations extrêmement stressantes qui nécessitent d'avoir les idées claires au milieu de la tempête. Alors, nous allons venir sur le théâtre des opérations. Alors, nous sommes en 1793. Oui. Pour résumer, les députés girondins sont mis en accusation par Robespierre et ses amis. Et il y a une série d'insurrections qui éclatent à travers tout le pays. Et à Toulon, donc, les girondins chassent les montagnards de la municipalité. Mais pire pour les révolutionnaires, ce sont les royalistes qui reprennent, qui les supplantent. Et comme chacun sait, Toulon c'est un port de guerre important, donc il y a une flotte importante. Comment ça va se passer? Les royalistes, ils arrivent d'où avec les bateaux des Anglais, Alors les royalistes, ils sont sur place. C'est la majorité de la population. Oui. Et donc la révolution, en fait, se produit toujours de la même manière, mais le fil chronologique est différent suivant les lieux et les époques. Et donc à Toulon, tout s'est passé plus vite avec une réaction, on va dire, thermidorienne, qui a devancé celle de Paris. Alors dans cette opposition de droite, c'est pas un anachronisme, puisqu'on dit droite-gauche depuis précisément la Constituante, en 1791, la droite a gagné, elle a pris le pouvoir. Il y a beaucoup de royalistes parmi leurs rangs, et ils vont embastiller, si j'ose dire, les représentants de la Convention, les mettre en prison, et proclamer Louis XVII roi régnant sur Toulon. À partir de là, il va y avoir un moment d'hésitation, parce que la flotte qui est commandée par l'amiral Trogoff, en fait, n'est pas acquise, du moins en totalité, à la réaction royaliste de Toulon. Mais un phénomène va se passer, puisque l'armée du général Cartaux, qui est envoyée et qui descend le Rhône pour reconquérir la Provence, passe d'abord par Marseille, et un certain nombre d'exactions typiques de la Révolution, guillotinades, etc., vont se produire. Et une colonne de réfugiés va de nuit marcher au bord de la Méditerranée et se réfugier à Toulon. Et ça va provoquer un choc psychologique énorme. Et Trogoff va se persuader, en fait, que si jamais Cartaux rentre à Toulon, il sera immédiatement guillotiné. Et donc, perdu pour perdu, il se jette côté anglais. Voilà. Parce que la flotte, pardonnez-moi, Toulon, c'est le port militaire le plus important de la Méditerranée. Oui. Il y a une flotte française donc qui est importante à cette époque. Qui est très importante. Je donne la liste dans l'ouvrage. Donc il y a des dizaines et peut-être même une vingtaine de bâtiments de guerre de toute classe. Et le but des Anglais, on va le comprendre un peu plus tard, n'est pas tant de débarquer les troupes de la première coalition, qui réunit, je le rappelle pour nos auditeurs, Naples, le Piémont, qu'on appelle le roi de Sardaigne, l'Espagne et les Anglais. Voilà. Donc, pour les Napolitains et les Espagnols, en fait, l'arrière-pensée, puisqu'ils sont gouvernés par des Bourbons, c'est de remettre le chef de famille, Louis XVI, qui est évidemment un Bourbon, sur le trône à Paris. Donc, pour eux, c'est le préalable à un débarquement. Mais pour les Anglais, en fait, le véritable motif, c'est la destruction de la flotte française qui les a humiliés pendant la campagne d'Amérique. Voilà. Et donc, il y a un quiproquo
déjà qui s'installe entre les différents alliés et les Français, on va dire les Français par opposition aux Toulonnais, enfin ils sont Français aussi les Toulonnais, mais enfin disons les forces fidèles à la Révolution vont faire immédiatement le siège de la ville. Et pour faire ce siège, en fait, ils n'ont pas du tout l'équipement nécessaire. Ils ont quelques batteries de campagne, 2 divisions, une qui est venue d'Italie et qui d'ailleurs a beaucoup de mal à communiquer avec l'armée du général Carto qui se trouve, elle, côté ouest, du côté d'Olioul. Et on va improviser un siège qui sera difficile à tenir parce qu'on a des troupes mais pas de canons. Alors donc les royalistes font appel aux Britanniques et puis également aux Espagnols. Oui. Donc les navires anglais arrivent, ils se positionnent déjà dans la rade, dans la grande rade. Voilà. Alors à l'époque, il y a une opération extrêmement délicate. En fait, quand l'amiral anglais s'engage, je dirais pas à reculons, mais enfin, il est extrêmement tendu. C'est pas du tout. Il y a une partie de la flotte qui est quand même restée fidèle à la Convention. Comment tout ça va se terminer? Et en fait, il est en communication avec la ville. Il sait parfaitement ce qui se passe. Au dernier moment, on s'aperçoit que le côté républicain va renoncer à combattre. Et toutes les flottes. C'est un spectacle étonnant. Ça rappelle un peu la bataille de Navarin qui aura lieu plus tard. Plusieurs flottes espagnoles, anglaises, françaises, napolitaines vont se retrouver côte à côte dans un espace extrêmement réduit. Ouais. Voilà. Il suffirait d'un coup de pétard pour que la déflagration se produise. Et ce serait le massacre. Voilà. Et donc l'amiral anglais a très peur que cela se produise. Et finalement, tout se passe bien et il peut jeter l'ancre à côté de la flotte française. Ils sont dans la grande rade ou dans la petite rade Alors je pense qu'ils sont dans la rade, la petite rade qui est située à l'est. Voilà. Bien. Donc la Convention envoie ses troupes. Vous dites c'est Carto qui commande. C'est Carto qui est ce Carto? Alors le Carto dont je parle est un personnage qui est en fait un officier politique qui a gagné ses galons politiquement parlant, si vous voulez, parce qu'il est bien vu. Il a un passé politique très proche de la Convention. Et le général Carto, d'ailleurs, est un ancien peintre de renom. C'était pas un méchant homme. Par exemple, quand il descend vers le Midi, avant même de rentrer à Marseille, lorsqu'il rencontre des soldats du parti opposé, il les fait rentrer dans ses troupes, en disant « fermons les yeux ». Bon. Quand il arrive à Marseille et qu'il voit la situation politique, il est très pressé d'en partir. Il ne veut pas assister à ce massacre qui lui répugne. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il se dirige vers Toulon. Donc il arrive vers Toulon et il est parfaitement incompétent en ce qui concerne l'artillerie. Il y a quelques anecdotes amusantes dont je peux vous raconter une, par exemple. Il installe ses canons pas loin d'Olioul et il ouvre le feu, dit-il, sur la flotte anglaise. Alors évidemment, le boulet s'enterre à un quart de lieue, c'est-à-dire 1 kilomètre, on est beaucoup, beaucoup trop loin. Voilà. Et donc il n'y connaît absolument rien. Et les représentants en mission vont quand même le remarquer, s'en apercevoir, et sachant que le jeune Bonaparte est là, il remplace un autre officier qui devrait commander, qui est le commandant Daumartin, mais qui a été blessé. Donc le commandant en second est devenu le commandant en premier, et c'est un peu lui l'homme de la situation. Donc Bonaparte est déjà sur place, il est arrivé avec il n'est pas arrivé Carto, il connaît déjà le général Carto, qui lui a confié certaines missions. Il n'arrive pas le premier jour du siège, il est un petit peu en retard. Et il va se mettre immédiatement sous les ordres du général Carto et ouvrir la première batterie. Ce sont les représentants politiques de la Convention qui l'imposent, Bonaparte? Oui, en fait, oui. Enfin, il l'impose, il est nommé, il a son ordre de mission, il doit commander en second. Mais il est puissamment appuyé par les représentants. Il aura toujours de bonnes relations avec les représentants en mission. En l'occurrence, donc là, on a Barras, Fréron, le frère de Robespierre. Oui. Et Salicetti, c'est ça? Salicetti. Alors, Salicetti est un Corse qui connaît bien Napoléon Bonaparte et qui lui est tout à fait favorable. Voilà. Mais les qualités, il est tout jeune, il a 24 ans, il est capitaine. Oui, il arrive capitaine. Bien qu'il écrive dans ses mémoires il dit que je suis arrivé, j'étais chef de bataillon. En fait, c'est pas vrai, il est chef de bataillon quand il arrive. Et puis après, il va être commandant colonel et à la fin général de brigade. Et d'ailleurs, c'est un point du film de Ridley Scott qui est assez bien rendu. Il franchit 4
4 grades en 3 mois. Assez rapidement. Mais bon, ces qualités militaires ne sont pas encore connues ou reconnues. Ah non, Voilà, elles sont, la vie de ses chefs. elles sont en potentiel, mais elles vont se révéler très rapidement et elles sont réelles. D'ailleurs, et donc, quelles sont ces premières actions? Alors, ces premières actions, c'est d'abord Parce que de mettre... la situation, c'est qu'on a la flotte, donc, comme vous l'avez dit, mais également les Anglais ont débarqué du monde. Oui, mais à l'intérieur de Toulon. À l'intérieur de Toulon, Voilà. à l'intérieur des fortifications. Voilà, ils ne sont pas à portée de canon. Donc théoriquement, quand on fait le siège d'une ville, on commence par ouvrir la tranchée. Et on creuse une tranchée qui est calculée de telle manière que les boulets ennemis ne peuvent pas parvenir en enfilade, ce qui serait un désastre, parce qu'un seul boulet tuerait tous les hommes de la tranchée. Et on creuse plusieurs tranchées en s'avançant, progressant difficilement de nuit généralement. On y fait parvenir tous ces obusiers à tir tendu et on fait une brèche avant que l'infanterie ne prenne la ville d'assaut. Et donc Bonaparte ne fera rien de tout ça. Voilà. En fait, il a déjà compris que les Anglais, et ils l'ont démontré par une attitude timide dès le début de la campagne. Par exemple, les Anglais auraient dû marcher immédiatement sur les gorges de Lioul, qui sont des gorges étroites, qui sont très faciles à défendre contre un agresseur. Donc les Anglais n'ont pas bouché les gorges de Lioul comme ils auraient dû le faire. Ils avaient suffisamment de troupes pour le faire. Bonaparte comprend qu'en fait, ils n'ont pas la volonté réelle de débarquer. Voilà. Et il se dit que finalement, le meilleur moyen de les faire partir, c'est de couper les communications entre le port et la haute mer. Et pour cela, il suffit d'avoir à la portée de ces canons la totalité des 2 rades. Et pour cela, il y a 3 points qu'on peut occuper, mais en pratique, il n'y en a qu'un, que les Anglais appelleront plus tard le petit Gibraltar. Et donc, il faut se mettre à cet endroit-là et arroser les rades d'un tir qui d'ailleurs se fait à ricochet, c'est-à-dire que le boulet va rebondir à la surface de la mer, comme vous, quand vous vous amusez avec une pierre plate. J'arrive 2 fois, moi, voilà, maximum. ce qui est Donc un boulet, ça avantage. fait un tir rasant. Oui, en quelque sorte, puisqu'on tire quelques mètres au-dessus de la surface des eaux, et donc le boulet rebondit, et on n'a pas besoin de calculer la direction, enfin la portée plutôt, on a juste besoin d'avoir la bonne direction pour faire mouche. Pour que nos téléspectateurs se rendent compte, les canons de l'époque portent à combien à peu près? À peu près un quart de lieue, c'est-à-dire 1 kilomètre. Voilà, c'est à peu près la portée utile. À tir 1 kilomètre à tir, je suppose. Oui, à tir, je dirais pas tendu, mais on dit le tir tendu, c'est tirer de but en blanc, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire avec un canon qui est parallèle au sol. Alors là, il y a un angle qui est de 15 ou 20 degrés et qui permet d'augmenter un petit peu la portée des canons. Parce que pour nos téléspectateurs, toujours, enfin pour ceux qui connaissent Toulon, Toulon est vraiment, je veux dire, encaissé au bord de l'eau et entouré de collines. Oui. Oui, il est entouré de collines. Enfin, il n'y en a pas partout non plus. Non, mais bon, et d'ailleurs, c'est cette partie. Est-ce qu'on peut dire que c'est une ville qui est assez vulnérable? Alors, est-ce qu'elle est vulnérable? Elle est quand même très fortifiée, cette ville. Elle est entourée d'une ceinture de forts, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Elle a déjà subi, quelques décades plus tôt, un siège victorieux. Non, c'est pas facile de faire le siège de Toulon quand on vient de l'extérieur. Et donc, Napoléon dit que le petit Gibraltar qui est sur une presqu'île. Oui. Et puis, il y a effectivement, il y a le Mont Faron, il y a d'autres collines autour qu'il faut occuper également et qui sont sous le contrôle des Anglais. Qui sont sous le contrôle des Anglais et des Toulonnais, bien sûr. Et donc, si on voulait agir de manière classique, il faudrait au moins s'emparer d'un point des remparts, faire tomber un des forts qui ceinture la ville, avant de lancer l'assaut. Et tout ça, ça nécessite un matériel qu'on n'a pas, des forces qu'on n'a pas, ou en tout cas pas encore. Et donc, le plus simple, c'est de dissuader les Anglais de rester, en sachant très bien que si ils doivent se rendre, ils devront rendre la flotte intacte, et par conséquent, ils n'y tiennent pas du tout. Et donc, ils préféreront mettre le feu à la flotte française et s'en aller, plutôt que soit de marcher sur le Var, soit de marcher sur Olioul. Bon, alors les choses ne sont pas encore faites, c'est-à-dire que le petit Gibraltar, c'est le nom donné par les Anglais. Les Anglais, oui. Et ils l'ont fortifié. Donc, quel va être le travail de Napoléon? Ça va être de s'implanter autour de la ville. Comment procède... Alors, il a un premier problème à résoudre, c'est-à-dire que le feu ennemi, l'artillerie ennemie s'est dispersée sur des pontons. C'est-à-dire des radeaux en bois, si vous voulez, qui sont ancrés. Alors c'est très difficile d'éteindre le tir ennemi parce que ces pontons peuvent être déplacés. Si vous en coulez un, ce qui n'est pas facile puisque le bois a une propension à flotter, c'est pas comme un navire de guerre avec une coque en bois. Il faut plusieurs coups
au but. Et c'est commandé par un royaliste, un provençal qui s'appelle Ferraud, et qui donne beaucoup de fil à retordre au début à Napoléon Bonaparte. Parce que lui, donc, tire des pontons qui sont sur l'eau. Sur la surface d'une des rades. Et lui, il tire sur le camp... il tire à partir de la terre. À partir de la terre? Oui, il est sur le bord de la rade, si vous voulez, sur le rivage. D'accord, non, mais les pontons sont sur l'eau. Ah, les pontons provençaux sont sur l'eau. Sur l'eau, et tirent sur la terre, sur le camp de Bonaparte. Exactement. Donc il y a plusieurs batteries qui sont dressées, et le feu français par opposition à Toulonnais, ne gagnera que parce qu'on va organiser un tir à boulet rouge. Mais un tir à boulet rouge, ça demande des grilles, un entraînement des troupes, etc. Ça met du temps à s'installer. Donc on fait chauffer le boulet. On fait chauffer le boulet avec un soufflet, un gros soufflet de forge. Ouais. Et une fois que le boulet est porté, devient rouge, eh bien on tire, ce qui n'est pas facile parce qu'il faut charger le canon, voilà. Et ça permet, si le coup est réussi, de mettre le feu au ponton ou au navire opposé. Et est-ce que donc là ça commence à porter ses fruits? Il fait venir, parce qu'au niveau matériel. Alors, il n'a pas de matériel, mais tout se trouve à Marseille. Marseille qui est tombé au pouvoir de la Convention, et donc dans les arsenaux de Marseille, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Mais il faut les faire venir. Ça demande du temps, des moyens. Il a beaucoup de mal à réorganiser le service du train, enfin ce qui deviendra le service du train. Et ça demande donc plusieurs semaines avant que tout ceci soit au point. Et puis, dans un deuxième temps, donc, il va s'installer à cet endroit qui sera nommé plus tard le Petit Gibraltar, y mettre ses canons et commencer à tirer. Mais les Anglais ont compris l'importance de ce point, ils vont en chasser les troupes françaises et y bâtir un fort de campagne. Et ce fort de campagne, malheureusement, il va falloir lancer un assaut, ce qui sera très difficile et très coûteux en hommes pour s'en emparer. Et à partir du moment où ce résultat sera obtenu, les Anglais partiront, d'autant plus que les Français, secrètement, ont versé une grosse somme d'or aux Anglais en contrepartie de leur départ. Alors, nous n'y sommes pas encore, parce que ce qui va m'intéresser maintenant, ce sont les rapports entre Bonaparte et son supérieur Cartaux, que vous décrivez dans le livre, comme étant assez tendu. Oui, mais c'est tendu avec tout le monde, parce que ça sera la même chose avec Depay, et en revanche, avec le dernier général qui a donné son nom à une station de métro de Martin, tout se passera bien. Voilà. Et alors, comme il se succède à toute vitesse, si vous voulez, en fait, il y a une vacance du commandement. La Convention déplace les généraux comme des pions, et aucun ne reste suffisamment longtemps pour imposer sa marque. Alors que Napoléon Bonaparte, lui, il est là dès le début, sur le terrain, et en pratique, c'est lui le véritable... Enfin, je dirais pas que c'est le véritable chef, mais il impose ses vues. Voilà. Et donc il s'oppose à Cartaux régulièrement? Il s'oppose à Cartaux, au point d'ailleurs, à certains moments, de lui désobéir. Mais il a l'appui des représentants. C'est ce qui lui permet... C'est une insolence calculée. D'accord. Napoléon Bonaparte est un général très désobéissant. 24 ans, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fera un coup d'État, comme tous les généraux, très désobéissants. Et alors, comment est-ce qu'on voit apparaître, parce que c'est sa première grande action militaire, est-ce qu'on voit poindre déjà le futur chef? Comment se comporte-t-il avec ses soldats? Vous le montrez vraiment, il se comporte vraiment, il est vraiment sur le terrain, proche de ses hommes. C'est la vérité. C'est là d'ailleurs qu'en dormant sur le sol, près d'une batterie, il va attraper la gale au contact d'un canonnier contagieux. Oui, il est très proche de ses hommes. Il sait leur parler, il sait s'en faire aimer. C'est ça aussi qui le révèle comme un homme de guerre un peu hors pair. Alors la technique qu'il va employer, on a parlé lorsqu'on a préparé l'émission, vous m'avez dit la terre est plus forte que la mer. Oui, c'est je voudrais qu'on parle un peu de stratégie, enfin ou de la tactique plutôt, employée par Napoléon Bonaparte. Oui, alors il y a un autre livre que je conseille également qui s'appelle Les erreurs stratégiques de Napoléon, où on peut voir en effet que cet éloignement de la flotte de guerre, du point qu'ils veulent conquérir et où ils veulent débarquer, peut être obtenu relativement facilement en croisant des tirs d'artillerie
à partir du rivage. Et donc là, de la même manière que Napoléon Bonaparte a réussi à éloigner, va provoquer le départ de la flotte anglaise parce qu'elle ne peut plus se ravitailler sans être sous le feu de ses canons, de la même manière, il aurait pu faire la même chose à Gibraltar. Il y a eu un moment, il y a eu une fenêtre historique où il aurait pu le faire. Et ça aurait changé probablement la phase des opérations en Espagne. Mais comme vous le savez, Napoléon ne s'occupait pas de l'Espagne à plein temps. Il envoyait surtout ses généraux. Quand il était là, tout se passait bien, mais quand il est absent, ça se passe moins bien. Alors, l'image que l'on a de Napoléon Bonaparte dans votre livre n'est pas habituelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression toujours l'emploi d'une force brute. Alors là, finalement, le but n'est pas l'anéantissement de l'ennemi. Non. Et c'est une chose assez étonnante. Alors je crois que Napoléon a été trahi en fait par son fils spirituel qui est Clausewitz. Donc Clausewitz fait résider la stratégie, le sommet de la stratégie, dans une grande bataille d'anéantissement. Voilà. Mais les Anglais, un siècle plus tard, avec Liddelhart, vont parler de ce qu'on appelle l'approche indirecte. Théorie de l'approche indirecte, c'est le titre de l'ouvrage de Liddelhart. Et là, c'est beaucoup plus subtil. Il s'agit de rechercher le point de faiblesse. Mais attention, le point de faiblesse, c'est pas forcément un point du front. Vous voyez, ça peut être une faiblesse constitutionnelle, un mauvais moral, etc. Et donc, il faut le rechercher pour abattre l'ennemi à moindre frais. Et là, justement, à Toulon, on s'aperçoit que le jeune Bonaparte va trouver une stratégie très peu coûteuse en hommes. Il gagne avec ses canons en dissuadant l'ennemi de rester. Voilà. Et on n'est pas habitué à voir Napoléon Bonaparte sous cet aspect. On le présente généralement, comme vous savez, comme l'ogre. Ça faisait partie de la propagande royaliste sous l'Empire, qui fauche les hommes, disaient certains sénateurs, 2 fois par an. Alors, les choses ont un peu changé avec l'arrivée de Dugommier, qui remplace Cartaux. Oui. Et là, Dugommier se rend vraiment compte de la valeur de ce jeune et il se rend compte de sa valeur. Et il lui fait confiance. Oui, il le remet un petit peu à sa place aussi, parce que Napoléon Bonaparte a pris des habitudes d'insolence, donc il le remet un petit peu à sa place. Il lui dit, vous êtes gentil, mais enfin bon, c'est quand même moi le général qui commande ici, mais j'apprécie beaucoup vos talents. Et d'ailleurs, vous allez me préparer la prise du petit Gibraltar et du fort anglais, toulonnais et anglais, qu'ils ont construit. Et après, je vous fais confiance. Vous aurez la possibilité de couvrir la totalité de la rade de votre feu d'artillerie, et donc on aura gagné. Voilà ce que Dugommier va dire en substance au jeune Bonaparte, et c'est exactement ce qui va se passer. Alors, est-ce que pour bien se rendre compte de ce qu'est ce siège qui va durer donc début septembre jusqu'à mi-décembre, presque. Est-ce que c'est en permanence tous les jours, il y a des tirs de canon? Alors oui, il y a des tirs, il y en a tous les jours. Mais des opérations... c'est pas non plus un feu roulant toute la journée et toute la nuit? Si. Le feu va aller en augmentant du début à la fin. Alors d'abord, c'est le feu contre les pontons. Après, on essaie de couvrir une partie de la rade. Il y a des duels d'artillerie avec certains bateaux de la flotte anglaise. Après, on va procéder à une préparation d'artillerie pour prendre le fort Mulgrave. Et puis après, sur la fin, il faudra ouvrir le feu sur la totalité de la rade, ce qui va beaucoup gêner le départ des Anglais. Et donc, il y a beaucoup de navires anglais qui sont touchés durant ces... Et non, parce que l'amiral anglais est un rusé, et donc il refuse le combat, en fait. Donc de temps en temps, il y a un navire qui suit le rivage occidental de la rade, et qui tire quelques boulets de canon pour essayer de ralentir la construction de nouvelles batteries. Mais en gros, si vous voulez, les Anglais ne font rien. Non. D'ailleurs, l'amiral anglais... Est-ce que ce sont des cibles faciles? Très facile, en raison de... Comment font-ils pour échapper justement à la destruction de tous ces... Ils exposent le minimum de bateaux. Généralement, ils en font sortir un bateau de haut rang. Et d'ailleurs, en général, ce bateau, parfois, doit regagner le radeau assez rapidement pour des réparations, parce qu'il a essuyé un certain nombre de tirs qui sont de plus en plus dangereux. Alors donc finalement, l'affaire... il y a aussi un épisode que je voudrais que vous racontez, qui est la capture d'un général anglais. Oui. Donc là, on est vraiment dans la guerre
dans la guerre entre gentlemen, parce que tout se règle. Donc, racontez-nous cette histoire. Alors, le général anglais va tomber aux mains de Napoléon Bonaparte, et on se demande d'ailleurs s'il ne le fait pas exprès, parce qu'après il va y avoir une négociation. Et, en fait, il traverse les lignes pour aller parler aux Français, si vous voulez. C'est vraiment l'impression qu'il donne. Alors, bien sûr, il va être blessé au bras, mais Bonaparte est très content parce qu'il le ramène fièrement au quartier général, ce qui lui vaut d'ailleurs une petite barrette supplémentaire. Et cet officier anglais va commencer à parler avec le frère de Robespierre, puisque Maximilien Robespierre a un frère qui s'appelle Augustin Robespierre. Dit Robespierre le Jeune. Voilà, et qui est présent sur place, avec lequel Bonaparte s'entend bien. Et ce général anglais va faire valoir qu'on a plutôt intérêt à s'entendre, qu'on devrait se parler, et que si les représentants français veulent se présenter aux portes de Toulon, on lèvera la barrière pour les accueillir et discuter d'un éventuel échange de prisonniers. Voilà. Alors, il faut savoir, par exemple, que le général qui commande avec Carteau le siège de Toulon a son épouse qui est prisonnière à Toulon. Voilà. Ce qui, évidemment, explique beaucoup de choses. Voilà. Donc, j'ai répondu à votre question. En fait, ce général anglais est un officier diplomate qui cherche à négocier le départ des troupes anglaises contre une contrepartie. Et vous pensez que c'est à ce moment-là que la compensation financière aurait été... Dans les suites immédiates, oui. Les Français, dont Augustin Robespierre, se sont présentés aux portes de la ville. Ils ont été fort bien accueillis. On a porté des toasts réciproques. On s'est entendu sur l'essentiel. On a libéré un officier général français. Une transaction financière semble avoir été réalisée à ce moment-là. C'est une chose habituelle, ces transactions financières? Oui, mais ce n'est pas toujours dans l'histoire glorieuse qu'on expose aux générations futures. Mais il est fréquent que les généraux se fassent acheter. C'est arrivé des centaines de fois dans l'histoire du monde. Alors, l'affaire va finalement se régler, en dernier lieu, par l'assaut sur le petit Gibraltar. Oui. D'ailleurs, alors, comment se comporte Bonaparte lors de cet assaut? Avec beaucoup de bravoure physique. Beaucoup de bravoure physique, et on peut même dire que c'est là où il a été blessé le plus gravement de toute sa carrière militaire, parce qu'il a failli être amputé, en fait. Donc il a reçu un coup d'esponton, c'est-à-dire une sorte de lance de la part d'un soldat anglais, qui l'a touché au bas de la cuisse et qui a failli entraîner la section de l'artère qui passe par là, l'artère principale qui vient, la fémorale basse, comme on dit en anatomie. Et heureusement pour lui et pour sa carrière militaire, il n'a pas été amputé. Il a pu s'en remettre, mais il a gardé... jusqu'à la fin de sa vie, la trace de ce coup, à tel point que Antomarchi, qui est le chirurgien qui l'a autopsié à Sainte-Hélène, dit qu'il y avait là de quoi mettre un point fermé dans le bas de la cuisse. Il y avait une perte de substance, et il y avait vraiment laissé une partie de sa chair pour conquérir le fort Mulgrave. Donc là, il est vraiment monté à l'assaut. Oui. Alors, c'est un assaut qui se passe comment? C'est de nuit? C'est un assaut de nuit. Il est montré, on parlait du film de Ridley Scott tout à l'heure. Pour vous, c'est une des scènes qui est... Oui, alors je me souviens plus très bien ce qu'a filmé Ridley Scott. Il monte... Non, vraiment, il participe à un assaut qui est très difficile. Le fort va être tourné parce qu'un autre personnage de l'épopée napoléonienne qui s'appelle Muiron a découvert une manière de tourner le fort et de rentrer par derrière, si vous voulez, par le côté opposé à l'attaque principale. Et tout le monde va être blessé au cours de cette tentative. Il y a un très grand nombre de tués et de blessés. Et heureusement, toutes les contre-offensives provençales, toulonnaises, vont échouer, ce qui permettra à ce moment-là donc, de gagner définitivement la partie. Alors donc une fois que Mulgrave est tombé, pour les Anglais, là, c'est... Les Anglais tiennent un conseil de guerre et ils disent qu'ils vont partir. Alors c'est très difficile à faire. Donc il n'y a pas de reddition proprement parlé, ils fichent le camp. Et oui, ils fichent le camp et l'armée française piétine autour de la ville parce qu'on a promis aux troupes que ce serait une grande réjouissance. En fait, le champ est libre pour piller et massacrer. Voilà, très clairement. Et donc les Anglais vont s'en aller, ce qui techniquement est assez complexe, ça demande quand même un petit peu de temps.
Il faut évacuer ses troupes sans laisser personne en arrière. Alors non seulement les Anglais, mais également les Espagnols, les Napolitains, tout le monde s'en va. Et une partie de la population veut partir avec eux. Donc il y a une foule paniquée qui descend sur le port de Toulon. Une grande partie va réussir à monter sur les bateaux de guerre. En particulier, il faut signaler que ce sont surtout les Espagnols qui sont charitables avec cette population, qui vont embarquer à bord de leur bateau. Parce qu'au début, les Anglais ne veulent prendre personne. Ou alors ils les débarquent plus loin dans une île où ils vont mourir de soif. Mais enfin bon, la pression est telle, si vous voulez, c'est vraiment une scène de panique. La pression est telle que quand même une partie de la population monte à bord des bateaux de guerre. Une autre partie se noie d'ailleurs. Alors on se bat entre soi pour avoir une place et sur une esquif, une frêle esquif qui permet d'aller vers les bateaux et de monter. Oui. Voilà, ça rappelle un peu la chute de Saigon en 1975 avec les hélicoptères. Là, oui, ou même Dunkerque, tout ça. Voilà. Oui. Et à partir de là, seulement, les armées françaises vont rentrer dans la ville. Et ce sera une suite de... Alors là, est-ce que c'est vraiment une répression très féroce comme on a pu la voir à Lyon? Elle a été très Marseille féroce et elle aurait pu être encore plus féroce. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va certes fusiller un certain nombre de personnes, mais surtout, pendant 3 jours, surtout le premier jour, on va convoquer la population sur la place principale. Et le but avoué des représentants, c'est de fusiller toute la population en masse, c'est-à-dire de la mitrailler de ses canons. On va aboutir à 3 jours où, en quelque sorte, les troupes ont le droit de piller et de fusiller, d'ouvrir la porte des maisons, d'en faire sortir les habitants, de les molester, de violer les femmes, etc., etc. Donc, ces scènes atroces vont durer 3 jours. Alors, elles ne dureront pas plus longtemps parce que une grande partie de l'armée réprouve cette manière de faire. Donc, aussi bien le général en chef que les troupes. Et d'ailleurs, un des moyens de sauver la vie de certains civils pour les officiers qui sont rentrés, c'est de demander un billet de logement dans telle ou telle maison, ce qui permet en quelque sorte de sacraliser au moins une famille. Voilà. Et vous savez aussi que Bonaparte a participé à cette œuvre pieuse, puisqu'il a aidé une famille qui s'appelle la famille Chabrian, qui lui a permis de quitter la ville en secret, dissimulé dans ses caissons. Nous allons en parler, parce que là, c'est là où interviennent vos personnages du roman. Mais alors, finissons d'abord sur l'incidence du siège du Toulon sur la carrière de Bonaparte. Alors, il s'en tire avec le surnom de capitaine canon. Oui. Ça, c'est anecdotique, mais il en sort surtout général. Oui, général, donc là, c'est 2 brigades. 2 brigades. C'est vraiment ce qui lance sa carrière. C'est ce qui lance sa carrière. Et à partir de là, il va être chargé de l'armement des côtes de Provence. Et puis, il est prévu qu'il commande l'artillerie à l'armée des Alpes. Et cette carrière va être interrompue pendant la Terreur en 1794, parce qu'on lui demande de partir pour la Vendée. Et la Vendée, c'est une guerre civile, c'est exactement ce qu'il a vu à Toulon. Il n'a aucune envie de recommencer. Et puis, lui qui est artilleur, on lui propose de commander une brigade ou une division même d'infanterie, et il ne veut pas du tout retourner dans l'infanterie, il est artilleur, et il verrait ça un peu comme... ça lui plaît pas. Voilà. Donc, il dit non, et il va se retrouver sans solde. Et c'est là où il y a la fameuse scène où il va tenter de se suicider, de se jeter dans la Seine, et il est sauvé au dernier moment par un de ses amis qui s'appelle Démasis, qui lui apporte un secours financier fort bienvenu. Alors, à propos d'amis, vous faites apparaître dans votre roman, qui est vraiment décrit, je le dis, c'est d'une précision chirurgicale, car effectivement, vous avez exploité toutes les sources du siège de Toulon, mais en même temps, c'est très vivant, parce que vous avez des dialogues, une partie de dialogue, j'imagine, imaginée, mais pas tous. Oui, mais vous qui êtes historien, vous savez très bien. Moi, je ne suis pas historien, non. Si je vous pose des questions. Vous posez des questions d'historien. Depuis l'Antiquité et Thucydide, et avec Jules César également, on expose l'histoire sous forme de dialogues recomposés. Non, mais voilà. Et donc, je n'ai repris qu'un procédé que les historiens eux-mêmes ont inventé. Et donc, vous faites
apparaissent pour de vrai dans l'histoire toute une série de personnages qu'on va retrouver dans toute l'épopée napoléonienne. Oui. C'est là où il rencontre Masséna, Suchet, Marmont, Victor ou Junot. Oui. Donc, tous ces jeunes gens sont tous en des grades subalternes et s'attachent déjà au futur empereur. Oui, absolument. Absolument. Ils vont faire partie de l'épopée, ils sont là dès le début. À l'exception de Duroc. Et il est pratiquement acquis que Duroc, à cette époque-là, est à l'armée des princes avec Condé. Et donc, vous voyez comme la situation est confuse, puisque Duroc deviendra un des meilleurs amis de Napoléon et mourra en 1813. Alors, vous faites également apparaître dans l'histoire, et là, c'est le côté romanesque, deux personnages, la sortie de votre imagination. Donc, c'est bien, il n'y en a que deux, finalement, donc, ce qui donne... je vous laisse le soin de les citer. Alors, il y a la comtesse de Annalisa Vendramine et un autre avec un nom italien que je n'ai pas noté, Pignatelli, c'est ça. Voilà. Donc, ce sont eux qui veulent tuer Bonaparte. Oui, en quelque sorte. Mais il y a aussi Sidney Smith, qui lui est un personnage qui n'est pas inventé et qui était présent au siège de Toulon. Oui. Donc Sidney Smith, on pourrait écrire un livre sur Sidney Smith. Alors racontez-nous, donc est-ce que c'est parti parce que je sais que, enfin, tout au long de sa carrière, on a voulu le tuer souvent, surtout quand il était empereur. Mais est-ce qu'il y a une petite sauce qui vous a permis une petite étincelle qui vous a permis de travailler sur ce sujet? Alors, la comtesse Annalisa Vendramine, on la retrouve non seulement dans cet ouvrage, mais également dans ceux qui suivent, parce que c'est une trilogie, en fait. Hein, c'est le premier opus d'une trilogie. Après, je redonne la parole à la comtesse Vendramine pendant le tome 2, qui est la Furia, les campagnes d'Italie, et dans Sultan Bonaparte, qui sont les campagnes d'Égypte. Donc, c'est une espionne de haut vol. Alors, j'avais besoin de ce personnage, parce que écrire un roman, quand bien même ce sera un roman de guerre, sans un fort personnage féminin, moi, je ne sais pas faire. Il y a un contre-exemple, un très beau film qui s'appelle Zulu, que vous connaissez peut-être, qui est un film de guerre qui se passe entre Anglais et Zoulou, donc en Afrique du Sud, où il n'y a pas de personnage féminin. Mais c'est la seule exception, et moi je ne suis pas assez fort pour me passer d'un personnage féminin. Donc j'ai créé ce personnage parce que j'ai la chance d'avoir une épouse que tout le monde prend pour une Italienne. Alors qu'en fait, elle est dauphinoise, par sa mère en tout cas, et elle a un physique, elle parle parfaitement italien, mais ça n'a rien à voir, parce que quand je vais avec elle en Italie, tout le monde la prend pour une Italienne, et donc ça m'a donné l'idée de ce personnage féminin, qui en fait est l'incarnation de la contre-révolution. Voilà. Elle est la même chose que Bonaparte, et en même temps elle est son contraire. Et donc il faut qu'elle soit là pour donner le là, pour donner un suspense au roman et pour introduire des hésitations entre les deux plateaux du destin. Et elle est également la fiancée donc d'Alessandro Pignatelli, qui est donc le frère du Pignatelli, qui lui existe bel et bien et qui est au siège de Toulon. Et il est venu à Toulon avec une arme fatale, un mortier de 48 pouces, qui est capable théoriquement à lui tout seul de faire jeu égal avec toute l'artillerie française. Donc ce mortier a vraiment existé? Alors il existe? Non, il n'a pas existé. Mais il aurait pu exister, mais pas avec ce calibre-là. Donc il y a un troisième personnage. Mais attendez, je vais vous mettre à l'aise tout de suite. Je suis par exemple, quand j'ai visité la cour du Kremlin à Moscou, on trouve à l'intérieur un canon, tenez-vous bien. Hein. C'est-à-dire c'est pas simplement un obusier, un canon qui a ce même calibre dont je viens de vous parler, de 48 pouces. Donc, comme toujours dans mon roman, tout n'est pas vrai, ce qui est rare d'ailleurs que ce soit faux, mais en tout cas c'est toujours parfaitement vraisemblable. Et ce personnage de Sidney Smith? Alors Sidney Smith, c'est un personnage historique que j'aime beaucoup Sidney Smith. Parce que contrairement à Nelson, c'est pas une brute épaisse, c'est un personnage très fin. Pour vous donner un exemple, Sidney Smith, lorsque l'Empire français sera né, va être le premier souscripteur à un livre très connu qui s'appelle La Description de l'Égypte, qui est en fait le résumé des travaux de tous les savants de l'Institut qui ont accompagné Bonaparte en Égypte. Ce sera le premier souscripteur. Voilà. Et donc, comme il est extrêmement gentilhomme dans ses manières, eh bien, j'ai parlé de lui dans mon roman, il le méritait bien. Et d'ailleurs, Sidney Smith, qui était très francophile,
est venu habiter à Paris après la chute de l'Empire. Et si vous le voulez, vous pouvez aller visiter sa tombe au cimetière dans le 19e arrondissement. Vous retrouverez sa tombe couverte de symboles maçonniques, puisqu'il était franc-maçon. Et c'est une belle visite de dimanche après-midi avec les enfants pour les instruire. Est-ce qu'il a vraiment voulu tuer Bonaparte lors du siège de Toulon ? S'il avait eu la possibilité, il l'aurait certainement fait, bien sûr, parce qu'on cherche toujours à tuer le commandant ennemi. Et donc je raconte tout cela en m'appuyant sur des faits réels que je mets en perspective. Alors, et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça c'est le roman qui permet, c'est qu'on est vraiment des deux côtés. On explore le côté du côté français, le côté révolutionnaire, et puis on est aussi dans l'intimité du côté je n'aime pas le manichéisme. Les bons et les méchants, je laisse ça aux Américains et à la guerre en Irak. Ça n'a jamais été comme ça. Rien n'est simple. Nous sommes d'accord. Mais alors, les Anglais, finalement... Bon, ils évacuent Toulon. Ce sont les royalistes qui perdent. Les Anglais, finalement, remportent cette bataille maritime. Ah oui, tout à fait. Ils sont très contents. Ils ont réussi à détruire... Est-ce qu'ils détruisent l'arsenal et la flotte ? Oui, pas totalement. En fait, les Français vont réussir à sauver quand même une grande partie de la flotte. Mais enfin, ça fait partie de ces dates qui sont des dates lugubres pour l'histoire de la marine française. Donc la marine française, elle était la première au monde. Après chez Zapic, et elle va être sérieusement amochée, d'abord lors du débarquement à Quiberon. Elle l'a été aussi à Toulon, comme vous l'avez vu. Elle sera abîmée à nouveau avec la défaite d'Aboukir, défaite maritime en Égypte, et puis malgré l'apport de nos alliés, ce sont nos alliés encore, lors de Trafalgar, la flotte espagnole, eh bien, comme vous savez, ce sera l'échec. Mais est-ce que finalement les défaites d'Aboukir et de Trafalgar peuvent être une conséquence de Toulon ? Puisque la flotte de Méditerranée est quand même bien abîmée. Oui. On va en payer les conséquences sur de... On en paiera les conséquences puisque la flotte qui va suivre Bonaparte en Égypte va être constituée en partie de vaisseaux qui auraient dû être réformés depuis longtemps. Mais enfin, il y a eu certainement des erreurs du commandement au moment de la bataille d'Aboukir. Les bateaux n'étaient pas disposés comme il fallait, ils étaient trop loin les uns des autres. C'est l'objet peut-être d'un autre... Oui, non, mais il est déjà écrit, puisque c'est Sultan Bonaparte, dans lequel je vous invite à vous plonger. Vous avez écrit la trilogie dans le désordre. Oui, un peu comme pour la guerre des étoiles, j'ai écrit le début... Donc, le premier roman de la trilogie, Qui veut tuer Bonaparte, aux éditions via Romana. Merci infiniment Philippe Bornet. Merci. Quant à vous, vous allez retrouver maintenant la petite histoire de Christopher Lane. Avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner bien évidemment à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. La campagne de France perdue face à une Europe coalisée contre lui, Napoléon abdique le 6 avril 1814 à Fontainebleau. Le 12, il signe le traité conclu à Paris avec les puissances alliées. Un traité plutôt clément envers sa personne qui le voit conserver son titre impérial, exilé sur l'île d'Elbe avec pleine souveraineté sur l'île et une rente annuelle de 2 millions de francs. C'est cet épisode qui va nous intéresser aujourd'hui et surtout de savoir pourquoi Napoléon a-t-il quitté l'île d'Elbe ? Pourquoi l'île d'Elbe, tout d'abord ? D'après la légende impériale, c'est Napoléon lui-même qui aurait choisi son lieu d'exil. Appartenant au département de la Méditerranée, l'île a pour capitale Portoferraio et située au large des côtes italiennes, à mi-chemin entre l'Italie et la Corse. Une localisation stratégique pour Napoléon, et concernant les Alliés, c'est une île, c'est plus facile à surveiller, donc ça les arrangeait aussi. Napoléon embarque le 28 avril 1814 à bord de la frégate anglaise Undaunted au port de Saint-Raphaël. Le 3 mai, il arrive au port de Portoferraio. Sur l'île, personne n'est au courant de rien. C'est Drouot qui se charge d'aller annoncer au commandant de la place, le général d'Alesme, que l'île a un nouveau souverain. Le lendemain au matin, l'empereur débarque, il est reçu dans la liesse générale, et lors d'une audience à l'hôtel de ville, il impressionne son auditoire par sa connaissance méticuleuse de l'île sur laquelle il avait pris soin de se renseigner à Fontainebleau. Pas fou.
Avec ses 12 000 habitants, l'île d'Elbe n'est qu'une modeste sous-préfecture, avec toutefois un cadre de vie très idéal. Le 21 mai, Napoléon s'installe dans sa résidence des Moulinis, une villa grandiose offrant un panorama magnifique sur l'île et défendue par le feu croisé de 2 forts. Sa chambre est au rez-de-chaussée et à l'étage on a aménagé une salle du trône qui fait également office de salle de bal. Il faut dire que toute une cour miniature a été reconstituée. Pérus, le trésorier, est ministre des Finances, le général Bertrand, ministre de l'Intérieur, Drouot, ministre de la Guerre, et Cambronne commande la place de Porto-Ferraio. Dans une ambiance agréable et joyeuse, l'empereur n'a pas tardé, fidèle à lui-même, à se mettre au travail. Il visite les fortifications et les fait renforcer, fait construire un hôpital, fait irriguer la plaine de Lacona, fait construire un réseau routier, s'occupe des mines de fer, de l'exploitation du marbre, enfin on retrouve un empereur très concerné par sa tâche et par la vie de la population de l'île. Écoutez ce témoignage de Pérus. Les journées de l'empereur s'écoulent dans les plus douces occupations. Aucun de nous ne pouvait assigner le moment où il sortirait de l'île. Tout le monde s'y plaisait. L'autorité du souverain se faisait à peine ressentir. Les contributions foncières rentraient lentement. Napoléon m'avait fait connaître son intention de n'user de contraintes avec aucun contribuable. Tous les autres revenus étaient à jour, notre petite souveraineté était paternellement administrée. Nous vivions dans un climat doux et tempéré, heureux, satisfaits de lier notre existence à celle de Napoléon. Oh, c'est mignon. L'empereur des Français, le conquérant de l'Europe, le vainqueur d'Austerlitz se réduit à la gestion d'une petite île comme un vulgaire roitelet. Est-ce bien sérieux tout ça? Oui et non. À la fois l'empereur est concerné par sa mission et par la vie des habitants de l'île comme il l'a toujours été, travailleur et passionné. Mais aussi, il faut le dire, il commençait à avoir des fourmis dans les jambes. Certes, la bonne humeur régnait et Napoléon, qui offrait de nombreux bals, avait même pris pour devise Napoléon unbicunc felix. Napoléon partout heureux. Napoléon a aidé Elbe à se tourner vers la modernité. Avant qu'il n'arrive, aucun réel axe routier n'existait, ni de véritables structures comme les hôpitaux, etc. Et donc pour nous, habitants de l'île, ça a été vraiment un moment très important dans notre histoire. Mais des nuages se dessinaient à l'horizon. Il était en exil, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il était coupé du monde. Il reçoit sans arrêt des nouvelles de la métropole et sous cette façade rassurante se cache une inquiétude croissante. Car les nouvelles de France n'augurent rien de bon. Le gros Louis XVIII n'a pas pu être le roi absolu qu'il voulait être et a dû se contraindre au statut de roi constitutionnel. Dans la société, les partisans du drapeau tricolore et du drapeau blanc s'affrontent et s'entre-déchirent. Le gouvernement multiplie les maladresses, les émigrés qui sont de retour sont réintégrés, parfois de force, ce qui crée de vives tensions, surtout dans l'armée. Dans l'armée d'ailleurs, les soldats grognent contre la nomination du général Dupont au ministère de la Guerre et enragent de voir les lys remplacer les aigles. Dans les campagnes, les paysans craignent le retour des droits seigneuriaux. Cerise sur le gâteau, avec la fin du blocus continental, la France est littéralement inondée de produits anglais, ce qui crée une concurrence très forte et du chômage qui grimpe en flèche. Chômage, tension, clientélisme, en gros c'est un peu la France d'Hollande version 1814. En plus, il y a comme un air de famille. Hein? Sur place, afin de cueillir le fruit lorsqu'il est mûr, Maret organise une intense propagande bonapartiste. Ça, c'est pour la situation en France. Ça donne déjà envie d'y retourner, non? Sur le plan personnel maintenant, l'empereur avait également de bonnes raisons de s'inquiéter. Sa femme, l'impératrice Marie-Louise, et son fils, le roi de Rome, sont partis à Vienne après son abdication. Et malgré plusieurs demandes, l'Autriche a toujours refusé de restituer sa famille à l'empereur. Plus grave, on a trouvé un amant à Marie-Louise. Et autant vous dire qu'il n'aura pas fallu trop la pousser dans ses bras pour qu'elle s'y jette. Quelle saucisse de Francfort, cette Marie-Louise! Autre déconvenu, Talleyrand, dont l'empereur disait qu'il était de la merde dans un bas de soie, fait du lobbying pour déplacer Napoléon plus loin, bien plus loin. Sa rente annuelle, qui était stipulée dans le traité de Fontainebleau, n'est pas versée, et on parle désormais de plus en plus de le déporter aux Açores, voire en plein milieu de l'Atlantique, sur une petite île hostile battue par les vents, Sainte-Hélène. Face à une situation pourrissante en France, à sa situation personnelle compliquée et surtout aux menaces de déportation qui planent sur lui, Napoléon, poussé par son entourage, décide de partir.
L'Italie est toute proche, mais les armées ennemies sont nombreuses. La Corse, ça ne pourrait être qu'une première étape. Ce sera la France. Profitant d'un relâchement de la surveillance maritime anglaise et surtout du départ du colonel Campbell, le représentant anglais sur l'île pour Florence, Napoléon prend la mer. Le 1er mars, à la surprise des douaniers, il débarque avec sa petite troupe à Valoris, dans le golfe Juan. Plus rien ne pourra l'arrêter, pas même le 5e de ligne, envoyé pour le stopper le 7 mars 1815 à Laffrey, près de Grenoble. Dans cette prairie de la rencontre, baptisée ainsi par Stendhal, Napoléon s'avance face au soldat royal, ouvre sa redingote et s'écrie « Soldats du 5e de ligne, reconnaissez votre empereur. S'il en est un qui veut me tuer, me voilà. » Personne n'ouvre le feu, la troupe se rallie, et l'aigle volera de clocher en clocher jusqu'à Paris, où il arrive le 20 mars. Évidemment, Louis XVIII s'est enfui avec son scooter. Ah non, ça c'est un autre truc. C'est le début des 100 jours, qui s'achèveront par... Non, c'est bon, je préfère pas en parler. Je passais une bonne journée jusque-là, tout va bien, on va s'arrêter là. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur TV Liberté.